Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 5 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Des jeunes Guadeloupéens sortent de l'inactivité et s'engagent pour un temps au service de l'intérêt général. Le service civique rencontre un réel succès. Nous irons dans un quartier de Pointe-à-Pitre. Le conseiller territorial d'opposition de l'ex-Île du Nord, Daniel Gibbs, veut traduire l'État en justice, en cause la compétence sur la fiscalité au moment où Saint-Martin est en proie à d'énormes difficultés financières. On est entré dans le vif du sujet à l'Open de tennis de Guadeloupe. En marge de l'épreuve, le centre de ligue a ouvert ses portes aux personnes handicapées. Elles se sont données à cœur joie. Le journal Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, on l'a appris en fin d'après-midi, le maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, est décédé aujourd'hui à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Maire communiste de la commune depuis 2008, il était également premier vice-président de la communauté d'agglomération du Nord Grand-Air et depuis 2014 président de l'association des maires de Guadeloupe. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Félix Flémin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Lorsque vous perdez un camarade, quelqu'un avec qui vous avez milité pendant de nombreuses années, bien vous ne pouvez qu'éprouver d'une grande tristesse et une réaction aussi d'émotion en direction de sa famille, à laquelle j'adresse les condoléances du Parti communiste guadeloupéen. Une réaction aussi d'émotion en direction de la population de Morne-à-l'Eau qui perd leur maire. Donc j'adresse aux Mornaliens, bien là aussi, les vœux de réconfort du Parti communiste guadeloupéen. Jean-Claude Lombion, c'était un militant du Parti communiste guadeloupéen pendant de nombreuses années. Il a plus milité au parti, mais il a continué à défendre son idéal communiste, son idéal de Guadeloupéen à la cause et au service des travailleurs et du peuple guadeloupéen. C'était d'abord un grand internationaliste, un Caribéen, qui a beaucoup œuvré dans la Caraïbe pour que la Guadeloupe prenne toute sa place dans son environnement naturel qu'est la Caraïbe. Donc Jean-Claude Lombion restera dans la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la cause de l'émancipation du peuple et du pays Guadeloupe. C'est un grand militant qui s'en va et nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire. Jean-Claude Lombion, il a fait ses choix. Je crois qu'il a servi en fonction de ses convictions. Il est allé au bout de son idéal. Il était surtout porté par un idéal qui ne l'a jamais quitté. Et hommage doit lui être rendu pour ça. Il n'a jamais changé de cap. Le cap de l'émancipation, le cap de l'anticolonialisme, le cap de la souveraineté du peuple guadeloupéen, le cap de la lutte des travailleurs. Nous avons eu ces dernières années des différences, voire des divergences d'appréciation et de stratégie, mais il est toujours demeuré un militant fidèle à son idéal. Et les hommages de personnalités guadeloupéennes se sont multipliés en fin de journée. Le président de région Henri Chalus a réagi par voie de communiqué. Il salue la mémoire d'un symbole du militantisme, un élu désintéressé au service de son pays et de sa commune. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, parle d'un homme de conviction, passionnément engagé pour sa commune et pour la Guadeloupe. Jean-Claude Lombion, dont elle appréciait le pragmatisme et la ténacité. Enfin, autre réaction, celle du député maire des Abîmes, Éric Jalton. Il affirme que la Guadeloupe perd un fils dont le vif esprit fut constamment bordé de philosophie et de poésie. La rédaction d'Alizé adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Jean-Claude Lombion. Un mot d'actualité sociale maintenant avec la reprise des négociations aujourd'hui entre la direction de Canal+, Canalsat Antilles et le syndicat UTT-UGTG. Point de discorde, on le rappelle, entre les deux parties, le licenciement d'une salariée. Le syndicat demande sa réintégration. Focus à présent sur le service civique volontaire. Il y a quelques mois, de jeunes Pointois ont choisi de tenter l'expérience et d'être au service de la collectivité pour effectuer des missions citoyennes. Muriel Barlagne a suivi aujourd'hui le quotidien de ces jeunes volontaires, son reportage. Tous les 6 mois, la maison de quartier des Lauriers recrute une 50aine de jeunes dans le cadre du service civique.
Une trentaine d'entre eux sont affectés à la branche environnement. Tous les matins, à partir de 6 heures, ils entretiennent les espaces verts dans différents quartiers de Pointe-à-Pitre. Steve Campbell est l'encadrant général, c'est lui qui organise le travail, mais il doit aussi accompagner les jeunes engagés. Notre travail consiste à encadrer les jeunes en priorité sur le terrain et parler avec eux un petit peu pour savoir quels sont leurs projets professionnels et ensuite les aider à s'exprimer un peu avec leurs tuteurs, surtout de leurs projets professionnels, parce que c'est surtout de ce serait le plus important pour eux de parler de leurs projets professionnels. Enlever les feuilles mortes, les bouteilles et autres détritus, couper l'herbe, tels sont les types de tâches confiées à ces volontaires. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux personnes en situation de handicap jusqu'à 30 ans. Pour une somme allant de 573,65 € à 680,15 €, ils acceptent une mission au service de l'intérêt général dans 9 domaines d'action, parmi lesquels l'environnement. Pour s'engager, il n'y a pas de condition de diplôme, c'est le savoir-être et la motivation qui servent de critères de sélection. Les profils des candidats sont variés. Il y a de ceux qui ont déjà des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Alors, ce sont des jeunes qui ont déjà des diplômes parfois et d'autres qui n'en ont pas. Il y a de ceux qui voulaient commencer une formation mais qui se sont pris en retard. Alors on leur a proposé le service civique ou bien ils ont vu à la télé les publicités du service civique pour venir pour ne pas rester à rien faire pendant 6 mois. Laurent Sigiscard est sorti du système scolaire au collège en 3e. À 21 ans, il rêve de travailler dans la mécanique. Le service civique, je t'en ai parlé par mon ami et ça m'a intéressé. Alors j'ai dit que bon, je vais m'inscrire et tout pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et c'est comme ça que je suis venu, je suis rentré dans le service civique. Et avec mes encadrements, avec les collègues aussi et tout, parce que c'est pas vraiment c'est une mission. Cette mission, ça se passe plutôt bien. Dans la branche environnement, il y a surtout des hommes. Mais cela ne fait pas peur à Diana Alexander. La jeune femme de 24 ans s'est engagée pour 6 mois au service civique grâce à des amis qui en avaient eux-mêmes fait l'expérience. J'attends tout d'abord de pouvoir, qu'ils puissent pouvoir m'apprendre déjà ce métier, parce que c'est pas un truc que je connais du tout, c'est pas un truc que j'ai fait, qu'ils m'apprennent ce métier et pourquoi pas déboucher sur autre chose, c'est-à-dire avoir un travail dans ça, mais sur longue durée. Pour certains, c'est un premier pas dans le monde du travail. Pour d'autres, c'est l'occasion de découvrir un nouveau métier. Instauré par la loi du 10 mars 2010, le service civique est un bon moyen de sortir de l'oisiveté pendant quelques mois et de se remettre en selle pour un nouveau départ. Politique à présent avec la visite en Guadeloupe de l'ancien Premier ministre et candidat au parti Les Républicains Alain Juppé. Il sera dans notre département du 6 au 8 avril accompagné de Dominique Perben, ancien ministre de l'Outre-mer. Une visite politique après la Guyane et la Martinique où il se trouve d'ailleurs depuis hier soir. Alain Juppé, qui devrait d'ailleurs croiser demain la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, restera en effet sur l'île Sœur jusqu'à jeudi. Une courte visite sur le thème du Zika, de la politique du logement et de l'emploi. Prenons à présent la direction de Saint-Martin où le conseiller territorial et député de l'opposition Daniel Gibbs souhaite que la collectivité ait la compétence de recouvrement de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine. Des entrées d'argent non négligeables pour les finances de la collectivité de Saint-Martin. Plus de précisions dans cet entretien réalisé par Jacques Damprobe. Daniel Gibbs, bonjour. Bonjour. La majorité au Conseil territorial accepte enfin, dirais-je, de discuter de votre projet de délibération autorisant la présidente de la collectivité de Saint-Martin à attaquer l'État en justice dans le contentieux lié au recouvrement de la CSG, mais également de la CRDS sur les revenus d'activité. Pour bien comprendre ce sujet pour le moins complexe pour les non-avertis, de quoi s'agit-il exactement ? Alors écoutez,
c'est pas juste par principe d'attaquer l'État sur un point. C'est simplement, vous savez, depuis qu'on a eu le transfert de compétences, là en 2008, la collectivité est devenue autonome fiscalement. Que cette autonomie fiscale, elle a reçue par la nouvelle évolution institutionnelle régie par l'article 74 de la Constitution, et de ce fait, elle est compétente sur tout le volet fiscal. Sur la CSG-CRDS, nous avons toujours dit que nous comprenons que sur tout ce qui est cotisation pour le volet sécurité sociale, nous comprenons que nous avons un avantage qui nous revient, donc c'est normal que nous cotisions. Mais sur le volet CSG-CRDS, sur le volet patrimoine, là nous considérons que c'est une recette qui doit revenir à la collectivité du fait de sa compétence fiscale. Il y a une interprétation des services de Bercy, mais il y a aussi une interprétation de la collectivité par rapport à la loi organique qui n'est pas très claire à ce sujet. Et j'ai posé en tant que parlementaire la question au Parlement et au ministre, et la réponse n'a pas été satisfaisante dans son principe, et on n'a pas pu nous donner la garantie d'une vision dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que j'ai demandé clarification, et que nous avons notre groupe Union pour la démocratie a demandé à la collectivité pour plus de clarification, et ne pouvant pas se faire l'économie de ce type de recette, de poursuivre l'État sur d'abord de demander dans un premier temps le retour de cette recette et d'investir la collectivité dans sa compétence à mon sens, qu'elle a. Et si ça ne peut pas aller plus loin dans la négociation, dans ce cas-là, de faire ce qu'une collectivité fait, c'est-à-dire poursuivre l'État sur ce point, comme elle le fait d'ailleurs sur d'autres points. Donc le premier refus que j'ai eu en 2015 quand nous avons proposé cette délibération, c'était de nous dire oui, mais on a une chance de perdre. Et moi, j'ai dit, écoutez, dans un procès, on a toujours une chance de perdre, une chance de gagner. Mais pouvons-nous nous faire de l'économie aujourd'hui, au vu du budget de la collectivité, pouvons-nous nous faire l'économie de ce type de procédure? Cela dit, Daniel Gibbs, attaquer l'État en justice, c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et puis, c'est une procédure souvent longue, n'est-ce pas un combat perdu d'avance? Écoutez, vous savez, moi, on m'a toujours dit que 100% des gagnants du loto ont joué. Donc, si on ne commence pas maintenant, bien sûr que plus on attend et plus on perd du temps. Vous avez raison de dire que la procédure, elle est longue, mais au contraire, plus on va attendre et plus elle va être longue, cette procédure. Donc, à un moment donné, il faut que chacun soit face à leurs responsabilités. Si ça n'est pas dû, ça ne sera pas dû. Si c'est dû, ça sera une recette qui rentrera dans le budget de la collectivité plus tard. Mais si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la situation financière de la collectivité de Saint-Martin. Est-ce véritablement le seul moyen, outre la fiscalité, de sortir des difficultés financières dans lesquelles la collectivité semble empêtrée? Il est clair que notre groupe politique, Union pour la démocratie, a toujours défendu le principe du développement. Je veux dire, il n'y a aucune collectivité, aucun État, aucune région ne peut avancer sans qu'il y ait un réel développement endogène pour créer de nouvelles recettes. Si vous créez un déficit de fonctionnement, vous n'allez jamais pouvoir générer des recettes suffisantes pour votre territoire. Donc, il n'y a que par l'investissement que nous pouvons générer ces recettes supplémentaires, et des investissements qui vont produire des développements qui apporteront demain des recettes. Aujourd'hui, vous le savez, en 2012, la collectivité de Saint-Martin avait voté un budget déficitaire à 22 millions. En tant qu'opposition, nous avons pris nos responsabilités, nous avons voté avec la majorité. Depuis, un certain nombre d'aides, quand je dis des aides avec un retour, puisque c'était des prêts, un prêt de l'État de 18 millions, avec intérêt et remboursement à la clé, un prêt de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, de 25 millions, un prêt supplémentaire à la caisse d'épargne de 10 millions. Tous ces prêts ont évidemment contribué à équilibrer le budget, mais ce sont des prêts qu'il faut rembourser. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucun investissement supplémentaire qui générera de nouvelles recettes pour, un, rembourser les 22 millions, et deux, rembourser tous ces prêts. Donc nous allons inévitablement vers un déficit chronique de la collectivité en 2017. Daniel Gibbs, monsieur le conseiller territorial, monsieur le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, je vous remercie.
Et on va rester dans notre grande région de la Caraïbe avec le scandale Panama Papers qui continue d'éclabousser de plus en plus de personnalités politiques. Dernière en date, le Premier ministre britannique David Cameron. Il sera également question ce soir d'une conférence consacrée à la communauté LGBT, c'est la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Conférence qui se tiendra prochainement aux îles Caïmans. Voici l'actualité Caraïbe. David Cameron atteint par le Panama Papers, le scandale financier qui touche une large partie du monde politique et des affaires internationales. Le Premier ministre britannique refuse de dire si la fortune familiale est toujours basée à l'étranger dans un paradis fiscal des Caraïbes. Pour information, son défunt père, Ian Cameron, dirigeait la Blaymore Holding, un fonds d'investissement basé aux Bahamas, puis à Panama, dont les profits ont échappé au fisc britannique pendant 30 ans grâce à un montage compliqué via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. L'affaire était à la une de presque l'ensemble des journaux britanniques. Elle tombe d'autant plus mal pour David Cameron qu'il doit présider le mois prochain à Londres un sommet anti-corruption et qu'il prône régulièrement la lutte contre la corruption et la transparence. C'est une première pour cette Lucie en matière de blanchiment d'argent. Un ressortissant vénézuélien a été condamné à 12 mois de prison ferme après que les autorités locales ont trouvé une importante somme d'argent dans sa chambre d'hôtel et dans son estomac. Reglio Jesus Reyes Patino détenait dans sa chambre des sacs d'argent en dollars, mais aussi en euros et en bolivars, et même en monnaie chinoise. D'autres devises sont en cours d'analyse à l'hôpital où il subit un lavage d'estomac. Toute la question pour les autorités locales est de savoir comment les blanchisseurs continuent de trouver des moyens pour rapatrier les profits de la drogue. Cette Lucie est-elle une plaque tournante du blanchiment des cartels colombiens et vénézuéliens avant l'entrée de l'argent aux États-Unis ou en Europe? L'argent va-t-il directement dans une banque des Caraïbes ou reste-t-il simplement en transit avant d'être rapatrié vers d'autres banques? Autant de questions qui restent en suspens et sur lesquelles se penchent les autorités internationales. C'est le révérend Alan Wilson qui sera l'un des principaux orateurs de la conférence consacrée aux LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui se tiendra aux îles Caïmans. Le révérend est l'auteur du livre More Perfect Union ou Comment comprendre le mariage de même sexe, un ouvrage dans lequel il offre un argument biblique en faveur du mariage homosexuel et les défis que doit relever l'Église face à la grave homophobie qu'elle a institutionnalisée. Le référent Wilson va encore plus loin en affirmant que sur 10 églises d'Angleterre, il y en aurait au moins une dont le curé serait secrètement homosexuel. Et cette conférence intervient après celle tenue l'an dernier sur l'égalité des sexes et qui a suscité de nombreuses controverses. À cette occasion, le député des îles Caïmans, Anthony Eden, avait tourné en dérision les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres dans leur demande d'être reconnus civilement et a averti que la prochaine étape serait la bestialité, que les gens demanderont le droit de faire l'amour avec des animaux. Dans un discours qu'il a axé sur la Bible, Eden avait affirmé que Satan logeait dans le corps des homosexuels et qu'ils sont un mal social et moral pour la société. Le parlementaire avait invité l'assistance à exercer des violences envers les LGBT afin qu'ils retrouvent le droit chemin. Eden a aujourd'hui démissionné après que le gouvernement des îles Caïmans a reconnu des droits civils pour les conjoints des homosexuels. La prochaine conférence sur les LGBT prévoit donc d'être animée. Retour en Guadeloupe avec le Memorial Act qui a mis en place aujourd'hui des ateliers d'aide à la généalogie sur les racines indiennes. Les participants ont pu faire des recherches sur leurs origines, mais aussi réaliser un arbre généalogique. Un atelier animé par Jacques Caglachon. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Ça se passe plutôt bien. Initier à une connaissance des racines historiques du reflet indien, de la créolité identitaire guadeloupéenne, c'est le thème de ces ateliers généalogiques. Objectif, donner à ces stagiaires les outils nécessaires pour avancer dans leurs recherches. Nous utilisons comme support
l'immigration indienne en Guadeloupe et de façon plus précise des actes d'état civil d'immigrants indiens décédés en Guadeloupe et surtout de leurs descendants nés en Guadeloupe. Voilà, alors c'est sur cette base-là qu'on peut à la fois parler d'immigration indienne et de généalogie, ce qui nous permet de marier les deux aspects. Il y a beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire que principalement quand même les gens qui à un moment ou un autre de leur vie entament des recherches généalogiques, le font soit par loisir ou par plaisir, ou qu'à un certain moment, ils ont besoin de mieux connaître d'où ils viennent, comment ils s'inscrivent dans une histoire, et donc c'est quand même utile à la constitution de la personne. Alors je suis là aujourd'hui pour participer à cet atelier, juste pour connaître mon origine et transmettre à mes parents, mes cousins, mes neveux, toute la descendance, quoi. Et je vous assure que c'est très passionnant et très intéressant de découvrir quelque chose. Et en découvrant certaines informations, je me sens grandir. Le Memorial Act souhaite ainsi inciter les participants à réaliser eux-mêmes leurs recherches. Donc il faut savoir que l'exposition permanente retrace l'histoire de l'esclavage. On a une histoire qui est assez douloureuse, d'où est extrait nos noms. Donc on part d'un ascendant et on descend jusqu'à nous. Mais le but, c'est de vraiment partir de soi et de remonter le plus loin possible pour pouvoir retracer sa lignée. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons une proposition d'atelier de recherche généalogique liée à la famille indienne, parce qu'effectivement, c'est un aspect qui manque. Beaucoup de villes en Guadeloupe proposent des ateliers de recherche générale, de recherche de famille antillaise, mais cette particularité famille indienne ou éventuellement famille syrio-libanaise n'existait pas encore. Donc, nous avons fait le choix de nous axer sur cette population. Ces ateliers de recherche généalogique du mardi auront lieu tous les 15 jours. Ils se composent de 2 modules de 2 heures, de 14h à 16h et de 16h à 18h, à la médiathèque du Memorial Act. Un mot de tennis avec la deuxième journée de l'Open de Guadeloupe qui se déroule au Gosier. À suivre en ce moment le premier match simple du Guadeloupéen Gianni Mina. Classé 504e mondial, il affronte le jeune Canadien Félix Auger. Rendez-vous dans notre édition de 12h30 demain pour savoir si notre Guadeloupéen s'est qualifié pour ce second tour. Alors il faut savoir qu'en marge de l'Open de tennis de Guadeloupe, les personnes en situation de handicap ont pu s'essayer au tennis ce matin. Ils étaient une petite soixantaine à découvrir ce sport. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. 59 personnes en situation de handicap se sont initiées à la pratique du tennis sous toutes ses formes. Objectif, les inciter à la pratique du sport. Aujourd'hui, ce sont des centres gérés par le conseil départemental et aussi par la PAGE. Et donc, ces personnes sont résidentes dans les formations ou sont des travailleurs adaptés. Pour continuer le travail commencé, à savoir de sensibiliser les personnes en situation de handicap, tout handicap, toute personne qui a des difficultés à bouger, on va dire. Donc, les sensibiliser au fait qu'ils peuvent faire aussi du tennis. Ludovic est en 2e année de STAPS, spécialisation activité physique adaptée. C'est aussi l'occasion pour lui de se familiariser avec ce milieu dans lequel il pourrait évoluer professionnellement. Alors pour eux, c'est déjà au niveau de la vision, d'essayer de visualiser la balle. Pour celui qui renvoie, pour essayer de faire attention à tenir un peu la raquette. Et pour le dernier, c'est à voir un peu la trajectoire pour faire attention lorsque la balle remonte, travailler la motricité un peu, se bouger, travailler, donc voilà. Pour Marc, cette journée d'initiation fait aussi ressurgir des souvenirs de son passé de sportif. J'essaye juste un peu me défouler puis reprendre mes marques que j'avais laissées depuis quand je faisais du squash et puis un peu de tennis en EPS. À Sarcelles. Terre d'entraînement de champions olympiques en provenance de l'Hexagone, la Ligue Handisport a pour objectif de faire émerger nos talents guadeloupéens. Il en va de même pour la Ligue de tennis. Avec ce 3e rendez-vous handisport, la Ligue souhaite ainsi pérenniser l'initiative en formant notamment ses cadres et en mettant également les structures aux normes afin de dispenser des cours collectifs d'adultes, mais aussi des cours d'école de tennis.
Cette édition touche bientôt à sa fin. Avant de se quitter, je vous rappelle cette triste nouvelle. Le décès du maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Le temps qu'il fera demain matin dans notre région, on va avoir le droit à une alternance de passages pluvieux et d'éclaircies. Les températures, elles seront comprises dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, un épisode de votre série Clem. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue d'ailleurs sur notre site internet www.alizé.com. Excellente soirée à tous.